bonjour à tous, bienvenue, c'est 9h50 le matin en Bretagne. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette petite heure en direct en ce dernier jour de la semaine. Alors ce matin, notre invitée d'honneur, c'est Emily Blaine. Elle a 36 ans, cette écrivaine d'origine bretonne est devenue la reine de la romance moderne en seulement 3 ans et 7 romans publiés chez Harlequin avec 400 000 exemplaires vendus. Ah oui, je sais, ça impressionne. Eh bien, elle vient de sortir un nouvel opus intitulé « Si tu me le demandais ». Eh bien, nous lui demanderons quel est le secret de son succès. À voir si elle peut nous répondre. Nous prendrons l'air également en compagnie de Sylvie Denis qui se trouve à Piré-sur-Sèche, près de Rennes. Bonjour Sylvie, qu'allons-nous découvrir en votre compagnie ? Bonjour Laurence, alors aujourd'hui on se plonge dans l'histoire du château des Pères, restauré dans les règles de l'art par des artisans passionnés. On va parler beauté des métiers manuels, on va parler art et on va parler transmission. Ce sont des valeurs essentielles pour la famille Legendre qui a ressuscité des lieux. Vous allez voir, c'est très beau. À tout à l'heure, vous avez un très joli chapeau. Allez, amoureux du rétro, restez bien avec nous. Si vous êtes féru de la mode des années 50, du mobilier des années 70 et si la nostalgie vous gagne, eh bien vous serez ravis d'apprendre que Van accueille les 17 et 18 février prochains le premier salon du vintage. Son organisateur Laurent Journeau est avec nous. Un amoureux de la langue bretonne nous rejoindra également tout à l'heure. J'ai nommé Maël Le Guenec, bien entendu, qui nous présentera une chronique en breton sur les mots et expressions autour de l'amour. Ça promet. Quant au ticket culturel du jour, c'est Sabine Marie-Murc ce matin qui va lever le rideau sur une création théâtrale de la compagnie 3e Acte, intitulée Notre Candide. Catherine Vigneault et Nils Gauthier, comédiens, viennent nous parler de l'adaptation de ce célèbre conte philosophique, que vous le connaissez, Candide ou l'optimisme de Voltaire. Eh bien, il résonne étonnamment aujourd'hui, vous le verrez dans quelques instants. Sans oublier en fin d'émission, le débriefing forcément inspiré de notre chère comédienne Catherine Bossard. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour Emily Blaine. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Vous êtes née à Saint-Brieuc. Alors, a priori, on peut dire comme ça, rien ne vous prédestinait à devenir auteur de best-seller. Et pourtant, votre histoire, c'est presque un roman à l'eau de rose, finalement. C'est ce qu'on va raconter ce matin. Mais nous, on voulait en savoir un petit peu plus sur vous, savoir d'où ça venait, tout ça. Alors, je vous propose de tirer un premier petit papier. Allez-y, on va voir d'où tout ça vient. Alors, Agatha Christie. Agatha Christie. Oui. Alors, c'est mon auteur fétiche. J'ai dû lire à peu près, je sais pas, une vingtaine de ses romans. On a été très, très, très prolifique. Et je lisais surtout quand j'étais au collège et au lycée, parce qu'on avait une bibliothèque au collège. Et je pense que j'ai englouti tous ceux que la bibliothèque avait, ainsi que tous les ex-Braya. Et moi, ce que j'aime, c'est le côté un peu rétro, vintage, suranné, très anglais, avec toujours un humour très fin qui me plaît beaucoup. Voilà. Au-delà de la partie enquête, il y a l'atmosphère qui est importante pour moi. Voilà. D'accord. Alors, rétro-vintage, vous verrez, on en reparlera juste après. Ça voilà, fait écho, ça tombe bien. Allez, un deuxième petit papier. On va remonter encore un peu plus tôt dans l'enfance. Plutôt dans l'enfance. On va voir ça. Les contes de Perrault. Ah, ça, c'est votre... Ça, c'est un peu votre base, votre deuxième base. C'est ça. C'est la base. C'est là que tout a commencé. C'est là que tout a commencé. C'est le premier livre qu'on m'a offert. Un membre de la famille qui l'a offert, donc c'est un pavé monumental qui est grand comme ça, très 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 imposant, qui n'est pas transportable en l'état, et que j'ai lu, je sais pas, peut-être 50 fois. C'est vraiment un des livres qui m'a le plus marqué, et que j'ai donné à mon fils d'ailleurs il n'y a pas très très longtemps. Et donc maintenant il est dans sa bibliothèque à lui. Il est toujours aussi imposant et toujours aussi gros. Mais en plus il y a des très belles illustrations. Là encore il y a un côté très suranné. Voilà. Et ça m'a bercée pendant de longues années avant de rencontrer Agatha Christie et de faire autre chose. Voilà. Bon, alors vous restez avec nous, vous qui aimez le vintage. Eh bien justement, on va parler de ce phénomène vintage, un phénomène de société quasiment. Le retour en grâce du rétro, ça concerne la mode, le mobilier, les vinyles, mais rien n'échappe à cette fièvre. Le vintage a même son salon, il est né à Paris, il débarque maintenant en région. Van accueillera très bientôt son premier salon, on l'a dit, mais comme Rennes l'avait déjà fait en mars dernier, Karine Sévère et Thierry Bouilly s'y étaient rendus. On regarde. Céline a 26 ans, mais elle vit dans une autre époque. Déco, musique, bijoux, vêtements, tout ce qui vient des années 50 la fascine. Pour elle, le vintage n'est pas une mode, mais un état d'esprit. C'est vraiment une passion, c'est l'envie de recréer un univers que nos mamans, grand-mères ont connu, avec ce dynamisme, ces couleurs, cette joie de vivre, vraiment cette mentalité où j'ai l'impression en tout cas que c'était très positif. Et c'est vrai que les années 50, 60, c'est quelque chose qui fait rêver un petit peu.
Nostalgie d'une époque plus confiante en l'avenir, mais aussi d'une féminité plus visible. Là, ce sont des robes que j'ai chinées sur les brocantes, dans les vides-greniers, dans des friperies. J'adore aussi les chaussures, c'est presque une maladie, c'est une addiction. À presque pas pouvoir m'arrêter. Cette amoureuse de l'accessoire n'aurait donc raté pour rien au monde le premier salon vintage de Rennes. Sous les yeux ébahis de certains, Céline défile avec d'autres pin-up au milieu de divers objets. Succès garanti. Le vintage marche bien car dans des périodes troubles économiquement ou politiquement, les gens ont besoin de réassurance. Et c'est vrai que le vintage, c'est un peu cette Madeleine de Proust, ce produit rassurant qu'on a eu enfant ou adolescent. À la base, la récupération d'objets démodés se voulait anticonsumériste. Désormais, le vintage est devenu une vraie tendance. Alors, Émilie Blaine, le vintage, c'est vraiment un état d'esprit pour vous? Alors, pour moi, peut-être pas, mais je comprends que les gens aiment le côté rassurant du côté c'était mieux avant, choses comme ça. Et il y a un côté très nostalgique qui rassure les gens. Les gens aiment ça, ils aiment écouter des vieilles chansons, etc. Donc je comprends tout à fait ce que dit la jeune femme. Vous êtes du genre à collectionner les chaussures comme la jeune femme Mais toutes les femmes font ça. Enfin, il n'y a pas besoin d'être particulièrement vintage addict pour le faire, pour le coup. C'est pas faux. Allez, on va tout de suite recevoir justement l'organisateur du Salon du Vintage de Vannes, Laurent Journeau, qui est avec nous ce matin. Bonjour Laurent, bienvenue. Bonjour. Bon, alors pour vous, c'est un état d'esprit. Là, c'est sûr et certain, vous êtes passionné, vous vivez vintage. Oui, oui, nous, le Salon du Vintage, ça existe depuis 10 ans et on le développe un petit peu partout en région. Et alors, ça marche dans l'ouest de la France, ça marche vraiment très très bien. Donc, on était à Rennes l'année dernière. En mars 2017. Exactement. Ouais. On revient là à Vannes, 17 et 18 février, au Chorus. Donc c'est à Paris que c'est né, en 2008. Cette mode du rétro, est-ce que vous avez l'impression qu'elle prend de plus en plus d'ampleur finalement? Oui, cette mode du vintage, elle est... pardon, excusez-moi. Cette mode du vintage, elle est vraiment... Elle touche toutes les générations. Disons qu'elle touche vraiment, j'ai envie de dire, un petit peu comme le Monopoly, les 7-77 ans. Oui, exactement. On vient à la fois chercher un passé vécu, soit un passé fantasmé pour les plus jeunes. C'est le fameux c'était mieux avant. Exactement. Donc ça, les gens adorent. Et puis les jeunes générations se disent que c'était peut-être mieux avant. Et moi, je ne suis pas tout à fait sûr de ça. Mais en tous les cas, c'est vrai qu'on peut retrouver des produits qui nous ont fait du bien, des objets de notre passé enfant ou adolescent. C'est un peu des doudous rassurants, on a l'impression, Exactement. dans un contexte de crise économique, de conscience écologique qui se réveille également. Il y a ce côté-là peut-être. Exactement, la fameuse Madeleine de Proust, le côté très rassurant d'un objet, d'un vêtement, d'un vinyle, le grand retour du vinyle, comme vous savez, ces dernières années. Donc on trouve effectivement beaucoup de produits comme ça au Salon du Vintage, mais pas que, on trouve beaucoup d'animations également. Ouais. Alors il y a aussi un côté un peu marketing, il ne faut pas le nier. Ce goût pour le rétro, les grandes marques, elles s'en saisissent évidemment. Il y a des rééditions d'objets du passé, les Vespa, les Fiat 500, les Frigo Smeg. Est-ce que pour vous, c'est finalement pour les marques un moyen de se donner une image plus authentique quelque part? Oui, en fait, pour les marques, c'est assez simple, c'est pouvoir retrouver l'ADN de leur marque et puis se renouveler. C'est ce qu'on appelle le néo-vintage, se renouveler. Le néo-vintage. Ouais, le néo-vintage, en fait, c'est une forme de cosmétique du passé avec l'ADN des marques, mais avec une technologie actuelle. Du présent. Typiquement, voilà, vous parliez des voitures, c'est exactement ça, c'est-à-dire il y a une cosmétique extérieure donc, qui est très vintage, mais un intérieur qui est plutôt technologique et du 21e siècle. Alors on va revenir à la Bretagne en particulier. Qu'est-ce qu'on va trouver sur ce salon à Vannes au Chorus les 17 et 18 février? Alors on va y trouver de la mode, on va y trouver du mobilier, on va y trouver des vinyles, on va pouvoir se restaurer, il y aura différents food trucks, on va pouvoir, alors il y aura des animations, il y aura une présélection pour Miss Pin-Up France. Oui. Il y a du niveau, attention. Exactement. On va pouvoir se faire tatouer, il y aura un barbershop, on va pouvoir se faire relooker. Et puis il y aura également des cours de swing. On pourra venir faire des initiations au swing, à la danse, et puis regarder des professionnels danser également. D'où viennent les exposants? Ils sont uniquement bretons ou ça vient d'un peu partout finalement? Alors ils sont plutôt bretons à 90%, et puis après on va trouver des exposants qui vont venir d'un petit peu partout en France. C'est vrai que quand on a des très bons exposants et qu'on peut les emmener dans certaines villes de France, on en profite, on le fait. Est-ce que les Bretons ont des goûts particuliers quand ils chinent?
Oui. Il y a peut-être des spécificités régionales, on ne sait Oui. pas, vous qui êtes déjà venu à Rennes. Alors nous, voilà, on est déjà venu à Rennes et d'ailleurs on va retourner cette année à Rennes, au couvent des Jacobins, ça sera en octobre. Ce sera les 6 et 7. Les 6 et 7, exactement. Et ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est qu'il y a une affinité avec la musique. Voilà, donc ici, on est plus sur la musique. Exactement. En même temps, ça ne nous étonne pas tellement. Exactement. la musique, alors bon, on sait bien que Rennes a une histoire avec la musique pop, en particulier des années 80. Je pense à Étienne Dao, par exemple. Il y a tous ces groupes issus de la scène rennaise. Mais il y a une vraie folie, et ça, les exposants l'ont dit, au niveau de la musique des vinyles. Voilà, voilà, vous êtes en Bretagne, en tous les cas, vous êtes complètement fou de vinyle. Bon, bah écoutez, parfait. On sera fou de vintage, donc les 17 et 18 février prochains à Vannes, ce sera au Chorus de 11h à 19h et l'entrée sera de 5 €. Et puis pour les Rennais, faudra attendre les 6 et 7 octobre au couvent des Jacobins. Merci beaucoup, Laurent. Vous y serez, peut-être? Alors, non, parce que j'ai de nombreux salons déjà qui sont planifiés et malheureusement, je suis prise sur les 2 dates. Voilà, donc, vous devrez attendre le mois d'octobre. Vous reviendrez à Rennes pour ça. En octobre, je suis déjà prise aussi. Bon, de toute façon, j'ai un calendrier un peu jusqu'en chargé. 2024. Donc, je vais essayer. Mais je suis assez curieuse du phénomène, effectivement. Ouais. Voilà. Bon, alors nous, on en connaît une autre curieuse. Elle s'appelle Sylvie Denis et elle est allée nous faire découvrir un magnifique château. Il s'appelle le Château des Pères, direction Piré-sur-Sèche. Sylvie, dites-nous tout. Absolument, Laurence. Et regardez, c'est merveilleux. Le soleil a entendu que vous arriviez. Et donc, il est en train de sortir de derrière des arbres centenaires qui font partie de ce domaine. On est effectivement à Piré-sur-Sèche. C'est à environ 30 minutes au sud-est de Rennes. Et je suis avec Julien Legendre, qui est le gérant de ce merveilleux domaine. Bonjour. Bonjour, quel bonheur de se réveiller ici tous les matins. Bah oui, à plus avec un beau soleil comme ça, c'est parfait. Merveilleux. Le Château des Pères a un nom qui a une véritable histoire dans celle qu'on va raconter un peu ce matin, parce que c'est une histoire familiale, la vôtre, avec votre père, Jean-Paul Legendre, qui est un industriel du BTP bien connu, et puis aussi l'origine de ce château. Il ne s'est pas toujours appelé le Château des Pères. Non, à l'origine, ce château s'appelle le Château du Plessis-Guérif. Mais depuis 1923, c'était une congrégation de pères spiritains. Donc tous les gens de la région connaissaient très bien ce château, et comme c'était des pères spiritains qui étaient ici, tout le monde l'appelle le Château des Pères. Et on a quelques preuves d'ailleurs dans les mains, parce que quand vous avez racheté le château, vous avez aussi retrouvé bien des choses, dont notamment un stock de photos. Regardez comme c'est mignon. Alors ça, c'est une salle de classe. C'est ça, c'est une salle de classe où les pères missionnaires formaient les jeunes à devenir frères, et où ils faisaient les messes aussi. Régulièrement. Alors, on a aussi dans notre stock de photos des jolies photos champêtres comme ça du parc, où on ira faire un petit tour tout à l'heure. Si ce Château des Pères arrive dans la famille Legendre, ça n'est pas forcément un accident. Non, c'est pas venu par hasard, parce que nous, la famille Legendre, on est natifs d'Amanlis, qui est un petit village à 5 km d'ici. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, au temps des pères spiritains, les gens de la région ici, et mon père bien sûr, et mes grands-parents, venaient acheter des poussins, des poulets aux pères spiritains. C'était leur activité. Bien sûr, il y avait un jardin père. potager qui existe toujours, qui fait un peu plus d'1 hectare. Donc les gens venaient acheter des plants de salade. Donc c'était très très connu des gens de la région, d'où ce nom, le Château des Pères. Jean-Paul Legendre, votre père, achète ce château lorsqu'il est mis en vente en 2010. Bien évidemment, son ambition, il a toujours dit, n'était pas d'être châtelain, Non, mais pas du plutôt de quoi alors? Qu'est-ce qu'il y avait derrière? L'idée première, quand on a acheté ce domaine, c'était redorer le travail manuel. C'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué au long de sa carrière. C'est dans le bâtiment, dans les années 70, le travail manuel était énormément dénigré. Donc, à notre échelle, on a voulu créer un lieu pour redorer le travail manuel. Quand il a commencé sa carrière, avant de devenir industriel qu'il était, les travaux manuels avaient effectivement pas forcément bonne presse. Non. C'est quelque chose qui l'a marqué? Très, oui. Oui, quand il en parle, on le voit bien. C'est quelque chose qui l'a marqué. Et on voit bien que les mentalités évoluent maintenant. Mais oui, au début de sa carrière, oui, ça l'a beaucoup marqué. Et quand il est parti de l'école, on lui a dit, mais les gens, vous êtes fous, n'allez pas dans le bâtiment. Il a bien fait. Il a bien fait. Aujourd'hui, il aime toujours autant ce qu'il fait. Vous avez à ses côtés contribué à faire de ce domaine ce qu'il est en train de devenir, notamment avec une énorme rénovation. On le voit d'ailleurs, voilà, il y a plein d'engins derrière parce qu'il y a encore des travaux. Ça a été un travail de longue haleine. Chaque détail
a été fait avec beaucoup d'attention. Oui, alors surtout au niveau de cette restauration de façade, la façade principale du château, on a fait pratiquement 1 mois et demi dessus. Ouais. On a repris toutes les pierres de tuffeau, les lucarnes, toutes les couvertures ont été refaites. On a refait à peu près 4 Je regarde si ça colle au niveau de la réno, parce que vous avez vu, on a des preuves. Ça, c'était le château avant. Et là, en live, on a le château, ce qu'il est en train de devenir. Et c'est quand même assez magnifique. Ouais. Oui, en termes de travaux, oui, c'est à peu près 4000 m² de couverture. Plus de 3000 m² de façade qui ont été restaurées, donc il y a vraiment eu un gros travail de restauration depuis 7 ans et qui perdure, on continue toujours, il y a toujours des choses à faire ici. Et il y a notamment ce gros œuvre là, vous allez voir, on va rentrer dans cette orangerie, c'est un bâtiment qui fait 1000 m² au sol, c'est une véritable création, un lieu qui a pour vocation de recevoir tout type de manifestation. C'est ça, alors l'idée c'est que la plus grande salle qu'on avait actuellement faisait 200 m². On a voulu créer un lieu d'une plus grande capacité, donc cette orangerie, la salle fait 840 m², et elle a vocation à accueillir des conventions, des séminaires et quelques festivals, notamment début juin, où elle sera ouverte au public, donc tout le public pourra venir la découvrir pour le festival Cirque ou Presque. Donc c'est pas juste effectivement un lieu destiné à être loué au privé, mais il y aura aussi du public. C'est ça. Sur des événements. Pour certains événements ponctuels dans l'année. Mais bien sûr, l'essentiel sera les conventions, séminaires et bien sûr les mariages. Et bien sûr, les mariages. On va se retrouver tout à l'heure, non pas pour la cérémonie, mais pour aller faire un petit tour derrière cette verrière dans le parc des sculptures. C'est ça. Ouais, on va aller se balader là-bas. Merci Sylvie, on trouve le lieu magnifique ici, franchement, ça donne envie d'y aller. Merci infiniment. On va rester dans le domaine du patrimoine, Émilie, vous qui êtes briochine. Connaissez-vous bien la cité médiévale de Dinan? Très peu. Très peu. Bon, ça tombe bien parce que justement, moi je vous propose d'un peu mieux connaître cette petite ville. Pour bien commencer la matinée, on va se plonger dans l'histoire de l'une de ses rues emblématiques, la rue du Gerzeal, pas facile à dire. C'est un reportage de Catherine Basile et Fabrice Leroy. C'est une rue qui bruisse 2000 ans d'histoire. L'une des plus anciennes de Dinan, la rue du Gerzeal relie le port à la ville haute. Le nom intrigue. Honnêtement, on n'a aucune explication satisfaisante pour expliquer ce que signifie le mot Gerzeal. Il faut imaginer que cette rue était la rue la plus fréquentée, vous voyez, pendant tout le Moyen-Âge, mais bien plus tard, parce que toutes les marchandises qui arrivaient au port devaient immanquablement transiter par cette rue du Gerzeal, à la montée et à la descente. Ça veut dire que toute la richesse économique de la ville de Dinan vient de la Rance, de l'estuaire de la Rance, de ce lien direct avec la ville de Saint-Malo. Et ensuite, le bémol, c'était la montée du port jusqu'au centre-ville par cette fameuse rue du Gerzeal. En fin de compte, il y a deux noms. La partie qui va du port jusqu'à la porte s'appelle la rue du Petit Fort. Et la deuxième partie qui va donc de la porte jusqu'au centre-ville s'appelle la rue du Gerzeal. Mais à Dinan, on l'appelle le Gerzeal. Florence Rocabois vit à Dinan depuis 20 ans. Amoureuse du Gerzeal, elle en connaît tous les secrets. Et donc, il faut imaginer des charrettes tirées par des chevaux, montant et descendant les marchandises. Et donc, il y avait des commerçants de part et d'autre de la rue, et les marchandises qui étaient à vendre étaient posées sur la partie plate du volet, et elles étaient protégées par la partie supérieure. Vous voyez ? Ce qui veut dire que la rue était vraiment le prolongement de la boutique. Au cœur du Gerzeal, la maison du gouverneur, une demeure du XVIe siècle. On ne sait pas qui a fait construire cette maison, quel est le commanditaire de cette maison. On sait qu'elle a été propriété à un moment donné d'un riche marchand de tissus. Donc vraisemblablement, vous aviez une boutique, vous aviez un volet d'étal, une autre pièce qui était la pièce de stockage. Et puis dans les étages, c'était une maison de rapport, c'est-à-dire que vous aviez plusieurs familles qui habitaient à l'intérieur de cette maison. La construction d'un viaduc en 1852 va changer sa destinée. Le Gerzeal n'est plus un passage obligé. La rue abrite alors tisserands, vanniers, tanneurs. Une maison évoque ce passé artisanal, disparu avec la révolution industrielle. Les pots étaient mis à sécher dans les séchoirs et les parties arrière se trouvaient donc toutes les cuves qui permettaient aux tanneurs de tanner donc les différentes peaux d'animaux. Les tanneurs vont tirer leur épingle du jeu, on va dire, jusque dans les années 1925-1930. Et ensuite, la dernière tannerie fermera ses portes à Dinan dans les années 30. Aujourd'hui, ce sont les artistes qui font vivre la rue.
C'est un village dans la ville, en fin de compte. On est complètement en dehors de la ville. Et pendant très longtemps, les Dinanais n'osaient pas descendre dans le Gersoal. Et les artistes, petit à petit, ont retapé les maisons. Les maisons ont pris de la valeur. Quand j'ai fait restaurer ma maison, j'ai amené une petite pierre à l'ensemble. On fait partie d'une continuité, en fin de compte. Il y a les jardins secrets derrière les murs. Et ça, les touristes n'y ont pas accès. C'est nos lieux privilégiés. J'adore la rue. De toute façon, si on pouvait faire une commune libre du Gersoal, ça serait formidable. Il était question de jardin secret à l'instant dans le reportage. On va évoquer le vôtre de jardin secret, Émilie Blaine. Vous avez toujours écrit en cachette? Oui. Toujours. Oui. Jusqu'à ce que ça sorte au grand jour. Jusque ça sorte, voilà, c'est ça. On était en 2014, c'est ça? Les éditions Harlequin organisent un concours. Tout à Et là, fait. qu'est-ce que vous vous dites? Alors, je me dis rien du tout parce que j'étais pas du tout au courant et c'est une amie bien intentionnée qui m'a envoyé le lien en me disant vas-y, fais-le, tu vas y arriver, ça peut fonctionner. Et moi, j'étais plutôt réticente en disant mais non, enfin bref, pas envie d'être éditée. J'étais déjà mariée, j'avais déjà 2 enfants, j'avais un job, donc j'étais déjà très occupée. Elle me dit mais si, vas-y, fais-le. Et je lui dis écoute, je vais le faire et je vais perdre et le sujet sera résolu. Voilà. Et puis le plan a un peu loupé. Vous avez un peu gagné. Voilà, j'ai un peu gagné. Et votre vie a basculé. Voilà, c'est très ça. vite, en fait. C'est incroyable parce que c'était il y a seulement maintenant 4 ans. Mais ce qui s'est passé depuis, c'est quand même incroyable. Ça donne un peu la sensation de vivre en accéléré, effectivement. Quelque peu. 7 romans, 400 000 exemplaires vendus, un phénomène littéraire, on peut le dire. Quels sont les ingrédients, à votre avis, de votre succès, de votre patte? Qu'est-ce qui change par rapport à la recette classique d'Harlequin? Je ne sais pas trop. En fait, la seule chose, enfin moi, ce qui me plaît énormément, c'est quand je rencontre les lecteurs, les lectrices, et qui me disent, avec vous, j'ai passé un bon moment. Et donc, en fait, moi, c'est mon seul but, c'est quand j'écris un livre, je me mets à la place du lecteur et je me dis, est-ce que quand ils vont lire, ils vont passer un bon moment? Est-ce qu'ils vont rire? Est-ce qu'ils vont être émus? Est-ce qu'ils vont être touchés? Est-ce que ça va leur parler? Est-ce que ça va réveiller quelque chose en eux? Un bon moment, c'est une chose, mais ça suffit peut-être pas. Il faut les faire rêver, bien de sûr. leur quotidien, c'est ce que vous faites, mais il y a peut-être quelque chose en plus, un peu d'humour, peut-être que vous rajoutez beaucoup. Mais c'est parce que c'est dans ma nature, je ris énormément, beaucoup de tout très vite. Et j'aime faire rire autant que rire, donc j'essaye de placer de l'humour, mais que ce soit un peu comme Agatha Christie le faisait fort bien, très fin et élégant, et quelque chose aussi qui parle à tout le monde. Je pense que on me dit souvent que mes dialogues sont extrêmement vivants, extrêmement réels, mais en fait dans la vraie vie je parle tout à fait ainsi avec mon conjoint, donc est-ce que c'est ça le secret finalement, c'est de ressembler à ses lecteurs? Je pense, c'est d'être proche d'eux, puis de regarder ce qui se passe autour de nous et d'écrire quelque chose qui va effectivement parler aux gens, parler à leur quotidien. Voilà. Vous entretenez un lien privilégié avec vos lectrices ou vos lecteurs d'ailleurs? Peut-être ce sont des hommes, des femmes, vos lecteurs, vous savez? Alors, ce sont majoritairement des femmes tout de même, mais j'ai quelques hommes qui se montrent parfois sur les réseaux sociaux. Et j'ai aussi, je le sais, de sources sûres, des conjoints. C'est-à-dire les femmes qui achètent le livre et qui, une fois qu'il est lu, vont en catimini prendre le livre et le lire. Voilà. Et qui ensuite viennent en dédicace très digne en disant non, moi je fais que porter des sacs. Je sais que tu me mens. Personne n'est dupe. Voilà. Vous avez commencé avec la série Dare You, qui a eu beaucoup de succès. Est-ce que votre écriture a beaucoup évolué depuis le début? Je crois que ça évolue toujours. L'écriture, c'est un art qui est très vivant, en fait. C'est comme un peintre, comme un sculpteur, ça évolue toujours. Et je dis souvent que ce que j'ai fait il y a 3 ou 4 ans, je ne le referai pas de la même façon aujourd'hui. Et j'aborde aussi des thèmes qui sont un peu différents de la romance très traditionnelle qu'est Dare You, entre un homme qui est extrêmement riche et une femme qui l'est beaucoup moins. Maintenant, on est plus sur des sujets vraiment parfois plus lourds, le deuil, la reconstruction, des choses comme ça. Mais c'est pas quelque chose que j'aurais pu faire il y a 3 ou 4 ans. Et paradoxalement, ce que j'ai fait il y a 3 ou 4 ans, je le ferai peut-être pas aujourd'hui non plus. Donc, le dernier, Si tu me le demandais, vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, donc c'est l'histoire d'un homme qui a perdu sa femme il y a très très longtemps et qui vit dans le deuil de cette perte, de cette aimée, qu'il a un peu mise sur un piédestal de tout de même, qu'il idéalise beaucoup.
et qui a du mal à se reconstruire. Et puis un jour, il rencontre une femme comme ça, qui est très très légère, enthousiaste, drôle, fine et belle évidemment, et qui lui fait un peu changer de point de vue sur les choses. Et au fur et à mesure, il réapprend à aimer une autre femme différemment, voilà, mieux ou pas, mais différemment de l'amour qu'il a vécu avec sa femme il y a quelques années. Voilà. Alors, est-ce que pour vous, finalement, la romance, c'est plus que d'autres genres littéraires, un miroir sociétal? Est-ce qu'il y a des thèmes qu'on peut aborder dans la romance qu'on pourrait peut-être pas aborder ailleurs? Moi, je le crois. Je pense qu'en romance, dans tous les... Parce que la romance a de multiples formes, mais je trouve que c'est un des rares genres où on colle vraiment à la réalité. C'est-à-dire qu'on a des couples homosexuels, des familles recomposées, des femmes seules, des hommes seuls... C'est vraiment un reflet du quotidien basique de l'être humain, quoi. Et c'est vrai que la plupart du temps, on a tendance à croire que c'est très idéalisé. Évidemment, ça l'est, parce qu'il faut quand même faire un peu rêver et sortir les gens de leur quotidien. Mais on reprend vraiment des thèmes d'aujourd'hui, la gestation pour autrui, enfin voilà, ce genre de choses. Donc ça colle énormément. Ça colle beaucoup à l'actualité. Oui. Est-ce que vous avez un jour ou l'autre ressenti un regard un peu blessant sur ce genre littéraire? Parce que bon, voilà, autour d'Arlequin, il y a tout un tas d'idées qui circulent. Il y a ce côté roman à l'eau de rose qui peut être un peu péjoratif. Est-ce que vous en avez souffert, vous, ou pas du tout? Alors moi, pas du tout. Moi, j'aime ce que je fais, je l'assume totalement et j'adore écrire ce genre de roman. Et moi, j'adore rencontrer des gens qui me disent « Merci, grâce à vous, ma journée c'est moins mal finie qu'elle n'a commencé ». Formidable. Ce que j'aime moins, ce que j'apprécie moins et qui, là, moi, me fait de la peine, c'est le mépris qu'on a pour les gens qui le lisent, en fait. On pointe du doigt les lecteurs, les lectrices en disant c'est de la sous-littérature, c'est un sous-genre, ça n'a pas d'intérêt, c'est mal écrit, enfin voilà. Tout un tas de clichés et de colibets qui se répètent à l'infini. Et ça me gêne un peu, parce que, un, ce n'est pas vrai, et de deux, ce lectorat-là lit énormément de livres. De la romance, du thriller, de l'actu, de la littérature générale. Donc ça me gêne. Et j'ai envie de dire à ces gens plutôt mal intentionnés sur le sujet de la romance, de dire mais ouvrez les yeux, parce que c'est des gens qui lisent énormément, qui lisent 5, 6, 7 livres par mois, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme, et qui sont plutôt presque à brosser dans le sens du poil, quoi. Ils font vivre un peu l'édition, donc... Voilà, faut un peu les chouchouter. Ouais, et puis il y a de la place pour tout le monde, honnêtement. Voilà, Donc 400 000 exemplaires vendus quand même, c'est aussi ce que vous pouvez rétorquer à ces gens-là. Tout à fait. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et puis de toute façon, vous n'allez pas vous arrêter. Vous écrivez déjà un 8e roman. Oui. Vous avez envoyé le manuscrit là, ça y est? Oui, ça y est, je l'ai envoyé en début de semaine. C'est bon, ma mission est accomplie. C'est un thème différent, vous pouvez... C'est la suite du livre du Rose qui est devant vous, qui est Toi, moi, maintenant ou jamais. C'est la suite avec les personnages secondaires qui ont une vie eux aussi extrêmement riche. Voilà. Bon, est-ce que vous avez le temps de lire, vous? Alors, de moins en moins, c'est dramatique, mais c'est de moins en moins. Et surtout, quand j'écris, je lis très peu. Mais de moins en moins. Et en plus, je suis extrêmement sélective sur ce que je lis. Alors, le prochain, c'est quoi? C'est le Douglas Kennedy, qui est sorti en septembre ou octobre, quelque chose comme ça, que j'ai acheté dès sa sortie et qui attend dans un coin que je daigne l'ouvrir. Voilà. Qu'est-ce que vous aimez chez Douglas Kennedy? Alors, j'aime vraiment sa façon d'écrire et j'aime la façon dont il parle des femmes alors que c'est un homme. Je trouve ça juste miraculeux. Je trouve ça extraordinaire. Et puis c'est le plus français des auteurs américains. Oui, et puis il a un truc très élégant. Là encore, il y a un côté très suranné, je trouve, chez lui. J'espère qu'il m'en voudra pas. Je le connais pas à titre personnel, mais Douglas, si tu m'entends, je t'aime. Ouais, je trouve qu'il y a une grande classe dans ce qu'il fait. C'est très élégant. Voilà. Ça parle bien des femmes. Moi, j'aime beaucoup. Laurent Journoud, est-ce que vous piquez des harlequins ou vous en lisez de manière tout à fait franche? Non, nous, dans les salons du vintage, c'est pas trop ça, mais effectivement. Ça pourrait. Mais ça pourrait, ouais. On a quelquefois des vendeurs de magazines anciens. C'est vrai que c'est assez recherché. J'ai lu dernièrement que le roman photo revenait aussi. C'était une tendance qui revenait. C'est assez... C'est curieux. Bon, alors moi je vous propose de découvrir maintenant, de revenir encore en arrière. On va découvrir les codes amoureux des vêtements traditionnels bretons. Et vous allez voir, vous allez être très surpris. En compagnie de la journaliste Karine Sévère. Robe, châle, tablier, ruban, chapeau, le costume traditionnel s'avère une véritable carte d'identité. Il raconte l'origine géographique d'un individu, mais aussi sa situation économique, sociale, matrimoniale et parfois sentimentale.
Ainsi, le vêtement peut transporter des codes amoureux. Dans le pays bigoudin, ce sont les coiffes des femmes qui en disent long. Par exemple, une veuve de nouveau prête à se remarier le fait comprendre en arborant sur la tête une certaine dentelle. Quant à ces hautes coiffes bigoudaines, elles ont aussi leur utilité. On s'est rendu compte que la coiffe avait énormément grandi, augmenté entre 1914 et 1918. On a émis l'hypothèse de se dire que les femmes, elles étaient peut-être quand même à l'affût potentiellement d'un mari et qu'elles ont fait de la surenchère en termes de broderie et qu'elles se sont brodées des coiffes de plus en plus grandes, de plus en plus grandes, de plus en plus grandes, mais beaucoup plus qu'elles ne le s'étaient permis auparavant. Pour trouver un homme, en fait. Ouais, c'était prévu pour se démarquer. Et d'ailleurs, à mesure que les coiffes s'élèvent, les jupes raccourcissent. Mais ne nous leurrons pas, au XIXe siècle, la Bretagne est souvent pauvre et l'érotisme vestimentaire reste l'apanage des gens plus riches. Excusez-moi du mot, mais si la femme se faisait trousser, c'était rapide. Hein. Elle n'avait pas enlevé le côté érotisme du déshabillage, tout ça, ça ne se faisait pas. C'était dans la paille, voilà. C'était brut. C'était plus pour la haute société, quoi, l'érotisme, Oui, en fait. L'érotisme, oui. Les pantis, les culottes fendues n'appartenaient qu'à un rang social élevé. On voit d'ailleurs sur les gravures des femmes en costume traditionnel qui retroussent leurs robes, leurs jupes, pour montrer le côté féminin. Le côté féminin, voilà. Et oui, plus facile d'être séduisante avec un peu d'argent. Mais n'oublions pas que sous ces beaux costumes, même les jeunes filles aisées restaient avant tout un bien dont il fallait afficher la valeur pour attirer le meilleur parti. Un début de vie conjugale peu propice à l'épanouissement érotique. Étonnant, hein, t'es dans le reportage, vous avez appris des choses? Oui, je trouve que ça simplifie les relations humaines. Qui est pris, comme qui ça, n'est pas pris. on indique voilà, sur le costume, c'est qui plus cherche, simple. qui ne cherche pas, c'est très pratique. Et bien maintenant, je vous propose qu'on parle de breton et d'amour. Et bien pour ça, on reçoit Maëlle Le Guenec. Duo de choc, le breton et l'amour. Alors, dites-nous tout. Ça marche bien. Alors, j'avais eu l'occasion, dans une chronique précédente, d'évoquer le vocabulaire amoureux au sens plus cru du terme. Ce ne sera pas le cas, on va rester dans des... On va rester dans le romantisme. Dans le romantisme aujourd'hui, parce qu'il faut quand même varier les plaisirs, exactement. n'est-ce pas? Alors, juste avant, quand même, quelques mots autour de ce que vous êtes, ce que vous faites. La littérature se dit en breton « lénégues », qui va nous rappeler le mot « laine », qui veut dire « lire ». Et quand on écrit, eh bien, écrire en breton se dit « scrivant ». Et un écrivain se dit « scrivanière », mais on a les féminins en breton qui sont beaucoup mieux assumés qu'en français. « Scrivanieres », qui est beaucoup plus usité à chaque fois. Voilà, on n'a pas un mot générique pour les deux genres. Alors évidemment, dans la thématique et les thématiques que vous abordez, on va parler d'émotion. Alors émotion, en breton, se dit « from », qui s'écrit F-R-O-M, qui n'est pas du fromage, mais bien « from », le sentiment, être ému, frommet. L'affection, alors mignonnache, c'est assez marrant comme mot, mignonnache, puisque ami en breton se dit mignonne. Ah, là vient de l'expression mon mignon. Ça va mignon, tout ça, en ce qu'on appelle dans les bretonismes. Oui. Voilà, mignon, c'est pas mignon, voilà. C'est mignonne, c'est l'ami, en fait. C'est un côté affectueux. Alors, le béguin, c'est très joli en breton. Pic-calon. Alors, calon veut dire cœur. Pic-calon, voilà, qui pique le cœur. Wow. C'est joli. Et puis l'amour, évidemment, se dit en breton quarante. On peut prononcer le Z, quarante, ça dépend où, mais quarante. Ça peut même être quaranti dans certains endroits. Alors on va aller un peu plus loin dans le sentiment. La passion, en breton, la passion va se dire deux mots, atis ou angers, puisqu'à chaque fois on a des racines variées en breton, puisque c'est une langue très très riche et très ancienne. Donc angers va être vraiment une racine plus celtique. Atis, voilà, on est plus sur des choses un peu plus modernes, un peu plus populaires. Le désir, arjuan, qui veut tout simplement dire en breton l'envie. Voilà. Et on aime bien ajouter des petits adjectifs de couleurs après les sentiments, les émotions ou les envies. Par exemple, quand j'ai faim, on va dire non du quand on va avoir très très faim. Et bien pour le désir, c'est pareil. On va dire juan du pour dire un désir fou. Donc un désir noir, puisque du ça veut dire noir en breton. Ouais. J'ai oublié de le préciser. Enflammé, je vais le mettre comme ça pour terminer. Enflammé se dit entendre.
C'est-à-dire qu'il y a le feu, parce que tendre c'est le feu, donc enflammé c'est même pas la flamme, c'est le feu. Entendet. Et puis comment se dit coup de foudre en breton? C'est intéressant ça, coup de foudre en breton, il n'y a pas vraiment le coup de foudre, c'est pas littéralement la même chose, on dit teurel keel ou arunand benak. Donc ça veut dire jeter son dévolu sur quelqu'un. C'est cette traduction-là. Il n'y a pas l'expression coup de foudre, c'est vrai bien. Jeter son dévolu. Keel qui veut dire dévolu. Jeter, c'est teurel. Union de Bénac, c'est donc quelqu'un. Vous l'aurez bien compris. Alors quelques expressions. Est-ce qu'il y a des expressions? Ah, moi j'adore. J'ai combien de temps? Parce que là j'en ai un gros paquet. Vous avez 2 minutes 30. Allez, on y va, c'est parti. Alors, Gwelor 40 etredau egen madu leisa hau. J'allais le dire. Qui est très imagé, qui veut dire mieux vaut amour entre deux que bien plein la crèche. Oula. L'amour vaut mieux que la possession. Oui, c'est ça. D'accord. Okay. 40 dost, 40 losk, 40 belle, 40 well. 40, ça vous vous rappelez, c'est l'amour. Donc il veut dire amour proche, amour lâche, amour lointain, amour meilleur. C'est joli ça. Bien. 40 dost, 40 losk, 40 belle, 40 well. Un peu plus commun, doucou et pepler, 40 nepler, douce ami partout, amour nulle part. Bon, ça, oui. Gand 40 zo plijadur, à gand madu tant maladur. On va retrouver un peu la même thématique que la première expression. Avec amour, il y a du plaisir. Avec les biens, reproche. Gand 40 zo plijadur, à gand madu tant maladur. Une petite dernière? Allez, une petite dernière. Ouais. Arvlenien adro a weshigu, 40 et plar adro atau. La fleur arvlenienne tourne parfois. Amour de femme tourne toujours. Une expression, ma foi, qui mérite analyse. Ah, je pense, oui, on va et remise dans le contexte. Oui, ces expressions sont parfois un peu anciennes et à côté de la plaque, mais c'est toujours très drôle. Merci Maëlle. Est-ce que vous en avez une préférée, vous, Émilie? La dernière me fait un peu hausser le sourcil. Oui, j'ai l'impression. J'ai pire, mais j'ai pas mis. Alors j'aime beaucoup celle Amour lointain. 40 dost, 40 losk. Je me demande s'il n'y a pas un rapport avec les marins, en fait. Probable. Parce que je trouve que ça s'y prête pour le coup, mais... Allez, je vous les laisse. Allez, cadeau. Merci. Copyright pour les Ganax, si elles sont utilisées un jour dans un arlequin avec 400 000 exemplaires vendus, vous allez devenir riche. Je vous inclus. Oh là là, non. Mythes et légendes. Non. Légendes, d'accord. Il faudrait partager parce que c'est un peu la connaissance populaire, tout ça. On va retrouver une autre fleur parmi les fleurs, Sylvie Denis au château des Pères. Sylvie. Oui, Laurence, alors il n'y en a pas beaucoup des fleurs, quelques fleurettes de pissenlit, mais on est effectivement les pieds dans la terre. On a chaussé nos bottes d'ailleurs, parce que c'est un peu meuble, la météo étant un tout petit peu humide en ce moment. Un parc de 31 hectares, on est toujours avec Julien Legendre, qui est le gérant de ce château des Pères, et qui est un domaine, je le disais tout à l'heure dans le sommaire, qui a été bien évidemment rénové dans les règles de l'art, mais où l'art a toujours eu de l'importance. Ça a toujours été quelque chose de majeur dans la vie de Jean-Paul. Et puis la vôtre aussi, Julien. Il a su vous transmettre ça, cet amour de l'art. C'est ça. Et on veut le retranscrire ici en proposant des ateliers au grand public. On a des artistes à résidence et on propose sur une journée de venir s'essayer au travail de la pierre, du bois, du métal. Et l'idée, c'est que les gens repartent à la fin de la journée avec un objet. Voilà. Ce qui est vraiment super, c'est qu'on va les découvrir. Il y a des œuvres monumentales sublimes dans ce domaine. Mais on peut aussi, à sa petite échelle, être l'artiste d'un jour en participant à ces ateliers qui sont ouverts à tous, quelles que soient nos compétences. Exactement. L'idée, c'est de venir sans appréhension et puis de s'essayer. Alors, si ça va autour de la pierre, on va commencer à manipuler les ciseaux, la massette, et puis on va s'attaquer à tailler la pierre. Et puis l'idée, c'est vraiment de créer un objet sur une journée. Voilà, donc ces ateliers, vous pourrez en découvrir le détail en allant sur le site internet du château des Pères, où il y a de la poterie, il y a de la marqueterie, il y a plein de choses. Il y a plein de choses, plein de choses à découvrir. Et puis c'est aussi l'occasion d'aller se balader dans ce parc et de découvrir une des œuvres monumentales qui sont installées ici. Je crois qu'il y en a plus de 70. 74 exactement. Ouais. Vous les comptez tous les jours? Celle-ci elle est bien là, machin. Remarquez, pour déplacer des trucs comme ça, il vaut mieux effectivement être à plusieurs. Là, on est devant une œuvre magnifique qui s'appelle Le Veilleur. Le Veilleur, donc c'est une sculpture de Christophe Charbonnel. Ouais. C'est une sculpture en résine avec une patine d'acier. Comment est-ce que ces œuvres arrivent ici, dans le fond, je veux dire? Est-ce que chaque œuvre a une véritable histoire? En fait, ça se fait au fil des rencontres avec des artistes. Tous les ans, on expose un artiste et après... c'est au cours d'expositions qu'on a fait, on a rencontré des artistes à qui on a acheté des œuvres
Et on a aussi une directrice artistique qui s'occupe de nous présenter des artistes et de monter des expositions ici. Avec une envie aussi de peut-être encourager, promouvoir l'art local, essayer d'aider les artistes qui sont du coin. Oui, parce que les artistes qui sont en résidence ici, ce sont des artistes locaux. Hein. C'est des gens qui travaillaient déjà dans la région, qui avaient des ateliers chez eux, mais à qui on a proposé ces cellules pour s'installer ici. Ce qui est formidable, c'est que moi je l'ai fait un peu, je suis allée me balader. Hein, et il y a des œuvres un peu partout, là où vous ne vous y attendez pas. Là derrière, par exemple, il y a une petite maison, on la voit, la petite maison, son petit toit quelque part par là. Et en allant se balader, j'ai découvert un couple qui était planqué dans les bosquets. C'est ça. Voilà. En allant se balader par là-bas, tiens, on va prendre le petit chemin central hein, et on va en découvrir d'autres, des œuvres monumentales, mais qui parfois n'ont de monumental finalement que pas forcément leur taille, hein, mais aussi la pratique artistique derrière. C'est ça. Et puis l'idée, c'est d'en dispatcher un petit peu partout et que les gens qui viennent se promener puissent en découvrir au détour d'un bois ou dans un coin d'une prairie, découvrir d'autres sculptures. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ça change tout le temps. Là où on ne les attend pas. Ce qui est génial aussi, c'est que ce parc est ouvert au public. Vous pouvez absolument venir vous balader. Je crois qu'il y a quoi, 2,5 km de balade. Il y a à peu près 2,5 km de promenade. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a 74 sculptures. C'est ouvert au public gratuitement, donc tout le monde peut venir se promener dans la propriété. Il y a toujours une idée qui en cache une autre hein, dans cette petite tête-là. Il y a toujours plein fourmillant de projets. Ce qui est magnifique aussi, c'est qu'au beau jour, vous utilisez ce lieu pour des idées complètement saugrenues. Voilà. Cet arbre-là, c'est juste un chêne. Hein. Eh ben non, pas du tout, c'est une salle de resto, en fait. C'est ça, donc là, toujours pareil, avec des rencontres. Julien Rétif, qu'on a rencontré, qui travaille ici aussi, de proposer de suspendre des tables dans les arbres à 8 mètres de haut et on propose au printemps aux gens de venir dîner avec le restaurant La Table des Pères, dîner à 8 mètres de haut dans les arbres le soir. Donc c'est juste incroyable quand il fait beau, c'est super. Voilà, ce garçon est un peu perché, mais je vous invite à venir découvrir ce qu'il a dans la tête à travers ses balades, ses sculptures, ses ateliers. Il y a vraiment 1001 raisons pour venir se balader et découvrir ce château des Pères. En parlant des Pères, on parle de Jean-Paul au passé. Il va très bien, hein. Oui. C'est juste que c'est un homme d'affaires encore un peu occupé et qui sera là qu'à partir de midi. C'est ça. Voilà. Sinon, on aurait adoré aussi l'entendre, mais peut-être vous aurez l'occasion de le croiser si vous venez vous balader. Ah oui, il est souvent là le week-end. Oui. Merci Julien. Je vous en prie, merci à vous. À bientôt Laurence. Julien, merci Sylvie, à bientôt. Écoutez, merci pour cette belle idée de sortie romantique. Je ne sais pas si on va se percher tous dans les arbres, mais en tout cas, c'est plutôt sympa. On va maintenant parler de théâtre en compagnie de Sabine Marimurg et de son coup de cœur. C'est son ticket culturel de la semaine. Bonjour Sabine. Bonjour. Alors vous êtes venue avec deux coups de cœur cette semaine. 2 coups de cœur. 2 coups de cœur en un. Voilà. Et avec ces 2 coups de cœur, on va reviser les classiques. Alors tout va mieux tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ah ça me dit quelque chose. Alors c'est qui? C'est loin. Ce serait pas que des bons souvenirs. C'est pas la citation la plus connue. Alors. Ding, ding, ding. Non, vous trichez là. Pas le droit de tricher. Donc, moi je sais. Moi je sais. Allez, balancez. Alors, réponse. C'est Voltaire dans notre Candide. Bravo, donc Catherine Vigneault, vous êtes comédienne, auteure, et Niels Gauthier, et vous venez de créer donc notre Candide, dernière donc création. Pourquoi Candide aujourd'hui ? Alors pourquoi Candide aujourd'hui ? Il se trouve que la compagnie 3e Acte cherchait un nouveau spectacle auquel s'attaquer. On a épluché énormément de choses et ce fameux livre est retombé dans nos mains. Il est sorti tout seul des bibliothèques et on l'a abordé un petit peu en lecture façon saga et on s'est dit que c'était quand même furieusement intéressant de rechatouiller toutes ces thématiques-là. Qui ont un écho avec le monde d'aujourd'hui vraiment criant. La modernité de Voltaire est arrivée jusqu'au XXIe siècle. Quoi. C'est vrai que c'est furieusement d'actualité, il faut reconnaître. Absolument. Ce fameux Candide, racontez-nous l'histoire en bref. C'est un... Alors, Candide, c'est un adolescent qui vit dans un château. Et malheureusement, il a la mauvaise idée de tomber amoureux de la baronette qui vit ici. Il se trouve qu'ils n'ont pas la même condition sociale et donc il se fait expulser du château et là
Donc c'est un jeune qui débarque dans un monde qu'il ne connaît pas du tout. Et il se retrouve face à toutes les ignominies possibles et imaginables. Et donc il découvre le monde par un spectre un petit peu brûlant, on va dire. Il part quand même du château avec une idée forte qui est celle du professeur Pangloss, qui est son maître à penser et son précepteur, que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et c'est ça qui, en fait, ce tout est pour le mieux va être confronté à la réalité tout le long des aventures. C'est vraiment un conte d'aventure, pas un roman, mais un conte. Je vous propose en tout cas de regarder un extrait de votre dernière pièce, La mise en scène est d'Isabelle Bouvrin. Donc tout de suite un extrait de Notre Candide. Il y avait en Westphalie, dans le château de monsieur le baron de Thundertentronckh, un jeune garçon à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Sa physionomie annonçait son âme. Il avait le jugement assez droit avec l'esprit le plus simple. C'est, je crois, pour cette raison qu'on le nommait Candide. Imaginons l'Allemagne. Candide, perdu, désœuvré. C'est la guerre. Étienne. Toujours Candide. Étienne, toujours Candide. Toi, Sylvain, mon chéri, le recruteur bulgare. Brossez la baguette. Reposez la baguette. Dis donc, vous n'êtes pas commode là, hein, Nils. Vous interprétez quel personnage? Donc, ce sont des personnages d'hier et d'aujourd'hui, c'est ça? Oui, alors là, pour le coup, c'est un personnage voltairien qui est incarné, qui est le recruteur bulgare. Candide sort du château et tombe dans la guerre. C'est vraiment très rapidement. Et donc, il tombe sur le recruteur bulgare, qui est un personnage là qui peut nous faire penser à d'autres recruteurs plus contemporains. Mais Voltaire volontairement ne cite pas précisément quelle guerre, parce que c'est les Bulgares contre les Avars, c'est vraiment les Avars, c'est une invention de Ça pourrait être n'importe quelle guerre. Voilà, c'est le ça pourrait symbole. être n'importe quelle guerre. Et ce recruteur pourrait être n'importe quel recruteur aussi. Voilà, c'est aussi cette portée universelle de Voltaire apparaît dans l'écriture, l'adaptation de Catherine, et puis dans la mise en scène d'Isabelle aussi. Moi, justement, Catherine, qu'est-ce que vous avez voulu donc souligner aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en retirez de Candide? Moi, ce que j'en retire, j'avais vraiment envie de m'attacher au côté espoir, parce que, en effet, Voltaire nous dépeint un monde très noir. Et si on regarde un petit peu nos actualités, là, il suffit d'allumer la radio ou d'allumer la télé, et la noirceur du monde, elle rejaillit sans arrêt. Mais il y a toujours ce fond qui nous permet de penser qu'on peut continuer à avancer, qu'on peut essayer de créer des choses ensemble et de garder en ligne de mire cet espoir pour essayer de créer un monde plus agréable où chacun peut y prendre sa place et s'épanouir. Donc voilà, moi c'est vraiment cet axe-là que j'ai eu envie de développer, sans occulter évidemment toutes les thématiques. Mais voilà, l'idée c'était de pouvoir faire réfléchir les spectateurs au monde tel qu'il est, et puis quelle est notre capacité de transformer en fait. Donc vous restez optimiste. Et d'ailleurs, il y a cette fameuse phrase « Il faut cultiver notre jardin ». Oui. Donc comment vous l'interprétez, vous? Eh bien, c'est très vaste en fait. Il faut cultiver son jardin. On peut écrire une encyclopédie, je pense, autour de cette phrase-là. Ça va prendre au moins 10 volumes, Charles. Voilà, 10 minutes. Au bas mot, à minima. Et en breton. Et en breton, on en parlera. Cultiver son jardin, comment on l'interprète, c'est aussi... En fait, Candide, il est chassé d'un paradis qui est le château au départ. Ensuite, il va traverser les horreurs du monde, il va se retrouver dans l'Eldorado, qui est un paradis irréel, trop paradisiaque. Donc il en part parce que aussi il lui manque l'amour de Cunégonde, qui est un des moteurs de Candide. Et puis, cultiver son jardin, c'est un peu... Il faut cultiver son paradis, c'est un peu le message de Voltaire, et c'est aussi un petit peu ce sur quoi nous, on a voulu travailler, c'est qu'est-ce que c'est aujourd'hui que cultiver son bonheur, cultiver, se construire soi, quel projet on va mettre en place pour adoucir un petit peu ce monde qui nous arrive brutalement. Eh bien oui, alors cultivons notre jardin, et je vous invite donc à voir la représentation qui est dimanche à Assigné.
C'est ça, dimanche. Là, 4 février à 17h. 4 février à 17h. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci à tous les deux d'avoir cultivé votre jardin devant nous. J'en connais une autre qui cultive, elle, les mots, les jolis mots, les beaux mots. Elle comprend tout, elle voit tout. Elle s'appelle Catherine Bossard et elle nous rejoint pour le débriefing de cette émission. Alors là, elle va se régaler. Là... Excusez-moi, je suis émoustillée. Alors déjà, je suis livromane. J'aime non seulement la lecture, mais l'objet en tant que tel, m'émoustille. Ah, c'est tout plein de sensations, c'est fantastique. L'amour du livre, voilà, l'amour du livre m'habite, puisque j'en lis à peu près 10 à 15 par mois également. Et cette émission a attisé mon désir à Rouen. À Rouen, c'est ça? À Rouen. Ah, voilà, vous voyez, même le breton maintenant réussit à m'émoustiller, c'est terrible. Alors, on a découvert plein d'aventures, notamment Sylvie et le châtelain, Sylvie au château des Pères, et avec, je cite, « Dis donc, vous avez refait toute la façade, vous avez bien fait de choisir les métiers manuels, regardez-moi ce gros œuvre. » Elle a découvert en plus un couple planqué dans les arbres, dans les bosquets, et là-bas, on ne grimpe pas au rideau, mais on grimpe aux arbres, c'est fantastique, j'irai visiter ce château. À Rouen. Ensuite, la littérature coquine dinanaise avec Remonte-moi la lecture Jual. Pardon, je ne sais pas si celui-là va sortir parce qu'il faut quand même que ce soit de bon goût. Je vous dis tout de suite, moi je suis adhérente du club des bouquins coquins de bon goût, le BCBG. Donc je ne sais pas si Remonte-moi la lettre Jual rentrera dans la bibliothèque. Non. Mais le retour du vinyle avec le vintage, c'est super. J'ai moi-même quelques combinaisons au vinyle. C'est un peu dur à enfiler, mais une fois qu'on est dedans, c'est comme une seconde peau, c'est parfait. Je suis d'accord avec le retour du vinyle. Ah, Candide, mes premiers émois, pas pour le contenu parce qu'il lui arrive quand même des misères, mais redites-moi, c'est quand qu'on a... Le 4 février. Oh, regardez comment il dit ça, c'est les artistes. J'irai voir, je viendrai voir le 4 février et je ramène tout ça chez moi. Merci. Avec plaisir. Je vous souhaite beaucoup de plaisir. Discrètement. Merci infiniment à tous d'avoir été à nos côtés dans cette émission, vous avez vu, émoustillante. On vous souhaite à tous une très belle fin de semaine, un beau week-end. Et puis on se retrouve quant à nous lundi. D'ici là, cultivez votre jardin. Lundi, nous recevrons la scientifique Nathalie Bourgougnon, qui est directrice du laboratoire de biotechnologie et chimie marine de l'Université Bretagne Sud. Merci à vous, Émilie Blaine. Merci à vous. Un petit mot en 2 secondes. Oui. Avant de nous quitter, un petit mot au breton, très rapidement. Oh là là, aucune idée. Je ne parle pas du tout breton, je suis absolument désolée. Non, au breton, pas en breton. Au breton, elle le fait tellement mieux que moi, c'est beaucoup plus sensuel, quelque chose d'un peu d'animal. Non, merci de m'avoir accueilli en tout cas avec un grand plaisir. Merci infiniment, bon week-end à tous. À lundi, 9h50.